Personne sur cette planète a vécu un moment qui l'a marqué à jamais. Cela se produit généralement pendant l'enfance, lorsqu'on est là, à regarder les autres jouer, et soudain, on réalise « personne ne nous a choisis ». Personne ne nous a même regardés. Ce bref instant, il reste gravé en nous bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. On se demande quel mur invisible nous sépare du groupe. Au début, c'est comme une petite piqûre, un moment passager. Mais plus il dure, plus il s'imprime profondément dans la mémoire. Si vous avez déjà ressenti cela, même une seule fois, vous savez déjà combien le silence peut être pesant lorsqu'il est chargé de rejet. Et si vous n'avez jamais été cet enfant, il y a de fortes chances qu'à un moment ou un autre de votre vie, vous ayez porté l'écho de sa solitude sous une autre forme. L'exclusion ne se limite pas aux cours de récréation. Elle se produit dans les salles de classe, dans les familles, au travail, dans la société elle-même. Et la psychologie qui la sous-tend était bien plus puissante que la plupart des gens ne le pensent. Voici l'étrange vérité. L'être humain est programmé pour le besoin d'appartenance, au même titre que pour la nourriture, l'eau et un abri. Les neuroscientifiques qui étudient le cerveau ont découvert que le rejet social active les mêmes zones que la douleur physique. C'est pourquoi un rire cruel ou un secret chuchoté peuvent être ressentis comme une blessure invisible. Pour un enfant qui découvre encore le monde, ces expériences sont encore plus douloureuses. Ce ne sont pas de simples moments, mais des miroirs qui murmurent silencieusement. Tu n'as pas ta place, tu n'es pas à la hauteur. Un WND qui est tourné, à hauteur, 3 sti, 3 moments, 3 messieurs, 3 bouteurs. L'enfant exclu ne rate pas simplement une partie. Il porte le poids de l'invisibilité. Et l'invisibilité, avec le temps, modifie la perception qu'une personne a d'elle-même. Mais pourquoi cela fait-il si mal ? Pour répondre à cette question, il faut remonter le temps, non seulement à l'enfance, mais à l'histoire de l'humanité. Pendant la majeure partie de notre évolution, l'appartenance n'était pas une option. C'était une question de survie. Un être humain seul, en pleine nature, était vulnérable. Le lien social était synonyme de protection. Il impliquait de partager la nourriture, de détecter les menaces, de construire un abri ensemble. Notre système nerveux a donc développé un puissant système d'alarme. Exclusion, ou danger. Aujourd'hui encore, même si notre survie physique ne dépend plus d'un groupe, notre esprit et notre corps réagissent comme si c'était le cas. C'est pourquoi l'enfant exclu ne se contente pas d'être triste. Il se sent menacé à un niveau plus profond, au-delà des mots. Son corps est inondé d'hormones de stress. Son cerveau s'aiguise pour percevoir chaque détail du rejet, chaque regard, chaque qui serait pas doublé, chaque rire non partagé. Et lentement, un schéma se dessine. L'enfant commence à anticiper l'exclusion avant même qu'elle ne se produise. Il hésite à s'exprimer, il se tient à l'écart, il se censure, il se persuade « si je me tais, peut-être que je ne serai plus rejeté ». Imaginez maintenant comment cela se manifeste à mesure qu'il grandit. La salle de classe devient le lieu de travail, la cour de récréation, la société. Et à moins d'un événement perturbateur, ce mur invisible persiste. Il peut réussir, il peut s'entourer de personnes. Mais au fond de lui, cet enfant exclu murmure encore. Et s'ils partent ? Et si je ne trouve pas ma place ? Ironie du sort, cette peur même de l'exclusion peut engendrer des comportements qui rendent les liens plus difficiles. Il peut devenir excessivement prudent, trop dépendant ou trop replié sur lui-même. La douleur de l'exclusion devient une prophétie autoréalisatrice, mais c'est là que cela devient à la fois fascinant et déchirant. L'exclusion ne façonne pas seulement les exclus, elle façonne aussi ceux qui excluent. Les enfants apprennent très tôt qui détient le pouvoir au sein d'un groupe. Parfois, l'exclusion n'est même pas une cruauté consciente. C'est une façon de tester son appartenance, de renforcer ses frontières, d'affirmer sa différence. Les psychologues appellent cela le comportement d'appartenance et d'exclusion, et on le retrouve partout, des jeux d'enfants à la politique internationale. Notre besoin d'appartenance est si fort que nous excluons parfois les autres simplement pour consolider notre propre place. Et tandis que l'enfant mis à l'écart souffre, ceux qui excluent apprennent aussi des leçons sur le pouvoir, l'empathie et l'identité. Ces petits moments ont des répercussions importantes, affectant non seulement l'histoire d'une personne, mais des cultures entières. Ce qui rend ce phénomène particulièrement puissant, c'est la façon dont l'exclusion façonne l'identité. Imaginez un enfant systématiquement exclu des jeux. Avec le temps, il pourrait conclure non pas que les autres sont méchants, mais qu'il est lui-même indigne. C'est le dangereux paradoxe de l'esprit humain. Nous personnalisons l'exclusion. Au lieu de dire « on m'a exclu », l'enfant se dit « je suis le genre de personne qui ne mérite pas d'être incluse ». Cette croyance peut se cristalliser en une image de soi, et cette image de soi influence tous nos choix.
Des décennies plus tard, cette même personne hésitera peut-être à postuler à un emploi, à entamer une relation ou à partager son art, non pas par manque de compétences, mais parce qu'au fond d'elle, elle se sent exclue. Un terrain de jeu de l'enfance devient le théâtre d'une vie d'hésitation. Et pourtant, voici le paradoxe. Nombre des personnes les plus créatives, perspicaces et compatissantes au monde ont été des enfants exclus. Pourquoi ? Parce que l'exclusion offre un point de vue unique. En étant à l'écart, on remarque des choses qui échappent aux autres. On perçoit des schémas. On observe des dynamiques. On développe de l'empathie pour ceux qui sont ignorés. La douleur, une fois transformée, transformée, devient perception. Cela ne signifie pas que l'exclusion soit une bonne chose. Elle laisse des cicatrices, cela ne fait aucun doute. Mais parfois, ces cicatrices se transforment en cartes qui guident une personne vers une compréhension plus profonde de l'humanité. Certaines des plus grandes œuvres de la littérature, de la philosophie et de l'art proviennent de voix qui se sont longtemps senties exclues. L'enfant d'exclu, s'il parvient à guérir, devient souvent l'adulte qui donne la parole aux réduits au silence. Mais la guérison ne se fait pas par hasard. Elle exige une prise de conscience à la fois personnelle et collective. Sur le plan personnel, cela signifie apprendre à dissocier son identité de son expérience. Vous avez été exclu, mais vous n'êtes pas l'exclusion elle-même. Vous vous êtes senti invisible, mais vous n'êtes pas l'invisibilité. Sur le plan collectif, cela signifie reconnaître les manières subtiles dont nous continuons d'ériger des murs invisibles. Qui est invité à participer aux conversations ? Quelles voix sont amplifiées ? Qui est ignoré non par malice, mais par habitude ? Chaque culture, chaque salle de classe, chaque lieu de travail véhicule ces dynamiques et le prix à payer pour les ignorer est élevé. Non seulement pour les personnes exclues, mais aussi pour la richesse de ce que nous pourrions tous devenir si aucune voix n'était laissée sans voix. Il y a une autre dimension à cela, souvent négligée. Les enfants n'apprennent pas seulement l'exclusion de leur père, ils l'apprennent aussi des adultes. Un enseignant qui, inconsciemment, favorise les élèves extravertis peut renforcer le silence des plus discrets. Un parent absorbé par ses propres difficultés peut donner à son enfant le sentiment d'être invisible. Même les familles les plus bienveillantes négligent parfois les besoins émotionnels d'un enfant qui ne correspond pas aux attentes. Et lorsque les enfants ressentent ce type d'exclusion à la maison, la blessure est d'autant plus profonde que le foyer est censé être le lieu où l'appartenance est inconditionnelle. Des études en psychologie du développement ont montré que les enfants qui se sentent constamment exclus émotionnellement, même subtilement, sont plus susceptibles de souffrir d'anxiété, de dépression et de difficultés à faire confiance à l'âge adulte. Il ne s'agit pas d'un événement isolé, mais de schémas comportementaux. Le cerveau humain, surtout pendant l'enfance, est une machine à détecter les schémas. Et si le schéma qu'il perçoit est « je n'ai pas ma place », cette croyance peut persister pendant des années. Pourtant, aussi douloureux que cela soit, il y a de l'espoir. Le cerveau n'est pas figé, notre identité n'est pas immuable. Les neurosciences nous montrent qu'avec de nouvelles expériences, de nouvelles relations, de nouvelles formes d'affirmation de soi, nous pouvons littéralement modifier ces schémas. L'enfant exclu qui sommeille en nous peut apprendre de nouvelles leçons. Il peut comprendre que l'exclusion n'a jamais été une preuve d'indignité. Elle témoignait seulement de la fragilité des groupes humains, des limites de la conscience d'autrui et de la lutte universelle que nous menons tous pour trouver notre place. En réalité, réaliser que presque tout le monde, à un moment ou un autre, s'est senti comme cet enfant exclu peut être en soi une forme de guérison, car soudain, le mur qui nous sépare des autres disparaît. Ce mur est une illusion, fruit de moments de peur, mais il ne définit pas la vie dans son ensemble. Alors, permettez-moi de vous poser cette question. Si presque chaque être humain s'est senti exclu, que changerait-il si nous nous souvenions tous de cette vérité dans nos interactions quotidiennes ? Et si, au lieu de reproduire inconsciemment des schémas d'exclusion, nous devenions des artisans conscients de l'inclusion ? Et si, chaque fois que vous remarquez une personne en marge, vous vous demandiez « Quel petit geste pourrait lui permettre de se sentir vu aujourd'hui ?» Parfois, il suffit d'un regard, d'un sourire, d'une question sincère. Pour le groupe, cela peut paraître insignifiant. Pour l'enfant exclu, c'est comme un rayon de soleil perçant l'orage. Ce n'est pas qu'une simple théorie. Les recherches sur le sentiment d'appartenance montrent que même de petits gestes peuvent transformer radicalement les résultats.
Une étude a révélé que lorsque les enseignants écrivaient des mots d'encouragement sur les dissertations des élèves, ces derniers non seulement progressaient scolairement, mais se sentaient également plus intégrés et plus confiants. Une autre étude a démontré que les entreprises prônant une culture de l'inclusion bénéficiaient d'une plus grande créativité, de meilleures performances et d'un taux de roulement du personnel plus faible. L'inclusion n'est pas qu'une simple marque de bienveillance, c'est une force. C'est libérer le potentiel humain. Et chaque enfant exclu qui est vesti et réintégré ne se contente pas de guérir. Il apporte avec lui une profondeur de compréhension que le groupe n'aurait peut-être jamais découverte seul. Mais l'histoire de l'enfant exclu est si importante pour une autre raison. Elle ne concerne pas seulement ce qui se passe pendant l'enfance, mais aussi ce que ces blessures précoces nous apprennent sur la nature même de l'être humain. Se sentir exclu, c'est souvent se confronter à la peur la plus primitive de l'existence. La peur d'être seul dans un monde qui paraît trop vaste, trop indifférent. Et pourtant, paradoxalement, cette même expérience nous éclaire sur le désir le plus profond que nous partageons tous, celui d'être vu, compris et accepté pour ce que nous sommes. L'enfant exclu n'est pas qu'une figure dans une cour de récréation, il est le reflet de la condition humaine. Réfléchissez-y, chaque culture, chaque philosophie, chaque religion, au fond, se confronte à cette question. Où est-ce ma place? Qui suis-je par rapport aux autres? La douleur de l'exclusion nous rappelle la fragilité de notre identité, mais aussi notre capacité de résilience lorsque nous cherchons à appartenir à un groupe, non seulement aux autres, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. C'est l'un des changements les plus profonds qu'une personne puisse opérer, la prise de conscience que l'appartenance n'est pas seulement un don du groupe, mais aussi une qualité que l'on peut cultiver en soi. Pour l'enfant exclu devenu adulte, la guérison commence souvent lorsqu'il comprend que l'absence d'appartenance extérieure ne signifie pas l'absence de valeur intérieure. Pourtant, c'est plus facile à dire qu'à faire, car l'exclusion laisse des traces. Elle se manifeste dans l'hésitation à prendre la parole en groupe, dans le doute quant à l'importance de son histoire, dans la tendance à refouler ses rêves avant même que quiconque ait pu les rejeter. Ces traces peuvent être subtiles, mais elles sont bien réelles. Et c'est là que la psychologie nous offre une voie à suivre. Des études montrent que lorsque l'on reformule ses expériences passées, non pas comme des échecs personnels, mais comme des luttes humaines universelles, on commence à relâcher l'emprise de ces vieilles blessures. Au lieu de dire « j'ai été exclu parce que je n'étais pas à la hauteur », le récit se transforme en « j'ai été exclu parce que chaque groupe, chaque être humain est confronté à la peur et aux limites ». Cette reformulation n'efface pas la douleur, mais elle en change le sens. Et c'est finalement le sens qui permet aux blessures de se muer en sagesse. En psychologie du développement, il existe un concept remarquable appelé croissance post-traumatique. Il décrit comment, après avoir traversé des épreuves, on peut développer une plus grande empathie, une résilience plus profonde et un sens du but plus fort. L'enfant exclu, si on lui donne la chance de guérir, devient souvent l'adulte qui remarque le collègue solitaire, qui écoute quand personne d'autre n'écoute, qui crée des espaces d'accueil dont il a lui-même rêvé. Ainsi, la douleur de l'exclusion peut se propager et engendrer des actes de compassion qui transforment des vies. C'est comme si la blessure, une fois reconnue, devenait une porte non seulement vers le retour à l'appartenance, mais aussi vers la création d'un sentiment d'appartenance pour les autres. Pourtant, il ne faut pas idéaliser l'exclusion. Elle est douloureuse et néfaste. Aucun enfant ne devrait avoir à la subir. Comprendre ce phénomène psychologique n'est pas pour dire que l'exclusion est une bonne chose, mais pour prendre conscience de l'influence considérable que nous pouvons avoir sur elle, soit pour la perpétuer, soit pour y mettre fin. Chaque jour, nous sommes à la croisée des chemins, par nos paroles, notre attention, notre conscience. Soit nous renforçons les barrières invisibles, soit nous commençons à les abattre, et par notre silence, nous enseignons aux enfants que l'exclusion est normale, soit par notre compassion, nous leur apprenons que chaque voix mérite d'être entendue. Et il ne faut pas se leurrer, l'enjeu est de taille. Les enfants exclus sont plus susceptibles d'abandonner leurs études, de se replier sur eux-mêmes et de développer une anxiété liée à la participation. Avec le temps, ces schémas peuvent se répercuter à l'âge adulte, affectant les relations, la carrière, voire pour la santé. La solitude, après tout, n'est pas qu'une émotion. C'est un facteur de stress biologique. Des études ont montré que la solitude chronique peut affaiblir le système immunitaire, accroître l'inflammation et réduire l'espérance de vie. Cela signifie que l'exclusion dans la cour de récréation n'est pas un événement anodin. C'est le germe de conséquences qui se feront sentir bien au-delà de l'avenir. Lorsque nous comprenons cela, la façon dont nous nous traitons les uns les autres, même dans les petits moments, prend une importance bien plus grande.
Mais arrêtons-nous un instant et considérons l'autre aspect. Si l'exclusion peut marquer une vie de façon douloureuse, l'inclusion peut la transformer de façon positive. Un simple accueil chaleureux, un simple geste de reconnaissance peuvent changer le cours de l'histoire d'un enfant. Un enseignant qui remarque l'élève discret, un camarade qui invite l'enfant mis à l'écart à jouer, un parent qui affirme la singularité de son enfant au lieu de le comparer aux autres. Ces moments peuvent paraître insignifiants, mais leur impact psychologique est immense. Ils disent à l'enfant « Tu as ta place ici, tu fais partie de nous, ta présence compte ». Et lorsqu'un enfant intériorise ce message, son monde entier se transforme. Le mur invisible commence à tomber. En réalité, nous avons tous le pouvoir d'être cette personne pour les enfants, pour nos amis, pour les inconnus, et même pour nous-mêmes. Se souvenir de ce que c'est que d'être exclu, c'est posséder une carte qui nous guide vers la création de liens. Chaque fois que vous choisissez d'écouter alors qu'il serait plus facile d'ignorer. Chaque fois que vous offrez une place à une personne exclue, vous ne changez pas seulement un instant, vous changez un schéma. Et lorsque les schémas changent, les vies changent. Approfondissons maintenant cette réflexion. Que signifie, sur le plan philosophique, vivre dans un monde où l'exclusion est si courante ? Certains penseurs suggèrent que l'exclusion est inévitable, que chaque fois que des êtres humains forment un groupe, des frontières se dessinent et que quelqu'un s'est laissé de côté. Il y a peut-être une part de vérité là-dedans, mais l'inévitabilité n'est pas synonyme de destin. Nous ne pouvons peut-être pas éradiquer complètement l'exclusion, mais nous pouvons transformer notre façon d'y réagir. Nous pouvons choisir de reconnaître que l'exclusion révèle davantage la fragilité des groupes que la valeur des individus. Et en reconnaissant cela, nous pouvons commencer à vivre différemment. Non plus à rechercher l'appartenance comme preuve de valeur, mais à offrir l'appartenance comme un acte d'humanité. L'enfant exclu devient alors un maître d'empathie, un maître de résilience, un maître de ce que signifie porter la douleur et choisir malgré tout l'amour. Nombre d'entre nous portent encore cet enfant en eux, et peut-être, tout simplement, que l'acte de guérison le plus profond consiste à se tourner vers cet enfant intérieur et à lui dire les mots qu'il a toujours eu besoin d'entendre. Tu as tu as ta place, tu as toujours eu ta place. Même quand les autres ne le voyaient pas, ta valeur n'a jamais fait défaut. Prononcer ces mots, même en silence, peut transformer le cours d'une vie. Car l'appartenance au plus profond de son être ne consiste pas à entrer dans un cercle tracé par d'autres. Il s'agit de réaliser que ce cercle n'a jamais été fermé. Nous faisons déjà partie de quelque chose de plus grand, d'infini, d'humain. Alors, où cela nous mène-t-il ? Cela nous invite à prendre conscience de l'enfant exclu, aussi bien dans le monde qui nous entoure qu'en nous-mêmes. À nous demander où sont les murs invisibles que je maintiens, consciemment ou inconsciemment, qui, autour de moi, se sont invisibles, inaudibles, non invités. Et quels petits gestes puis-je accomplir aujourd'hui pour leur rappeler leur place dans l'histoire humaine ? Ce ne sont pas des questions abstraites, elles sont concrètes. Car dans chaque classe, chaque famille, chaque lieu de travail, il y a quelqu'un, en ce moment même, qui souffre de l'exclusion. Votre attention, votre geste, votre invitation pourraient bien être le tournant de leur histoire. Et voici une dernière réflexion. L'enfant exclu n'est pas un symbole de faiblesse, mais de vérité. Il nous rappelle que chaque être humain nourrit le même désir, celui d'appartenir à quelque chose, d'avoir de l'importance, d'être vu. Lorsque nous nous en souvenons, lorsque nous honorons ce désir, nous commençons à bâtir un monde différent. Un monde où l'appartenance n'est pas un prix à gagner, mais un don à partager. Un monde où personne n'a à rester à l'écart, à se demander quel mur invisible le retient. Un monde où les mots que nous offrons, les espaces que nous créons, la compassion que nous manifestons, discrètement mais puissamment, réécrivent l'histoire. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un seul ou que vous vous sentirez vous-même vous replier sur vous-même, souvenez-vous de ceci. L'histoire de l'enfant exclu ne doit pas nécessairement se terminer par l'exclusion. Elle peut se terminer par la reconnaissance. Elle peut se terminer par le lien. Elle peut se terminer par le simple acte radical de dire « tu as ta place ». Et peut-être qu'en le disant aux autres, nous finirons par y croire nous-mêmes.